Les 10 clés pour construire un collectif extraordinaire. Je vais essayer de faire ça d'une manière rapide, ludique et complète, ok, qui sont nos 3 valeurs qui sont remontées de nos avis clients. Et c'est assez simple, en fait, comment j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les avis clients, je les ai donnés à manger à ChatGPT, je lui ai dit, donne-moi les valeurs. Et il m'a sorti rapide du ticket complet. Ah, c'était cool. Donc du coup, on a dit, bah voilà, c'est nos valeurs. Donc on essaye de faire tout comme ça, à la vitesse de la lumière, d'être le plus complet possible. Alors, je vais vous parler de 10 étapes clés, alors qui sont bien évidemment en lien avec ce qu'on propose nous chez Trimoji, mais pas que, parce que vous pouvez pas c'est pas obligé de passer par Trimoji pour respecter ces étapes. Donc là, l'étape numéro 1, c'est pour créer un collectif extraordinaire, c'est numéro 1, de créer en fait le persona candidat idéal. Hein. Ça passe par tout un tas de choses. Nous, sur notre partie, c'est plutôt les soft skills. Mais ça, c'est hyper important de définir la base, le portrait robot du candidat idéal. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, sur de plus en plus de nos clients, quand on fait une rétrospective, et on va tous vous recontacter aussi au fur et à mesure, c'est de mesurer des KPI. On en a parlé, là, les KPI tout à l'heure, une mesure de KPI de temps, de performance et de NPS client, recruteur et candidat. Et bah du coup, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus rapide, qu'on réduit le temps de closing d'une mission en cabinet quand on définit le persona candidat idéal avec la solution, ou même quand on fait un brief de poste en fait suffisamment long et qu'on s'entend sur un bon candidat dès le départ avec son client. Parce que si on passe du temps au départ pour construire les fondations, bah derrière, en fait, ça va beaucoup plus vite pour construire une maison. L'idée après, donc, forcément, vous connaissez, envoyer un questionnaire ou alors interroger, faire un entretien rapide, ludique et complet, sélectionner les meilleurs candidats. Donc, et là, pour le coup, vous allez pouvoir superposer en fait les vrais candidats avec le besoin de départ. Et visuellement, et même au niveau de l'argumentation, c'est simple, c'est ton besoin, c'est ça. Regarde, je t'ai trouvé ce que tu as cherché. Et là, en fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent En fait, c'est l'indécision. Et il y a beaucoup de recruteurs qui me parlent quand je suis en découverte, en rendez-vous découverte, qui me disent, oui, effectivement. Alors, ouais, c'est une question systématique que je pose, c'est quoi tes temps de closing ? Combien de temps tu mets entre le départ de la mission et la fin de la mission ? Et c'est super variable, et pour tout un tas de types de postes. Et mais même pour plein de métiers différents, hein. Mais pour même aussi le même métier. Et quand tu t'aperçois que quelle est la différence d'un cabinet qui close plus vite une mission par rapport à un autre, bah, c'est parce qu'il arrive à convaincre son client plus rapidement. Alors je dis pas que c'est hyper facile, etc. Il y a des recruteurs qui sont plutôt seniors et qui s'entendent très bien avec leurs clients, et il fait, t'inquiète, fais-moi confiance, et du coup, le client, il fait confiance. Mais t'as d'autres cabinets, ceux qui veulent scaler, et ben, en fait, ils vont être nécessairement obligés d'engager des juniors, et les juniors, ils n'ont pas une force de conviction comme le patron du cabinet de recrutement, en fait. Et donc, du coup, à eux, il faut leur donner des armes pour pouvoir revenir vers les clients et leur dire, bah, non, c'est celui-là que tu veux. Et pas que le client dise, ah non, j'aimerais bien en avoir un ou deux pour comparer. Oh non, on va attendre le prochain, peut-être qu'il sera mieux. Patati patata. Et là, il faut lui dire, non, tu lui coupes l'art sur le pied, c'est ça que tu veux, c'est ça que t'as demandé. Donc voilà, ça c'était un point assez important de faire le portrait robot au candidat Y, et c'est ce que j'ai remarqué de ce qui fonctionnait chez les cabinets. Et c'est pour ça qu'on l'a mis d'ailleurs dans notre solution, hein, c'est parce qu'on a observé que les gens en fait ils co-construisent la solution avec nous, ils nous font des retours et que du coup ils nous disent bah voilà c'est ça qui fonctionne. Et là on va passer sur la partie ludique. Je vais vous raconter 3 histoires issues du sport. Et est-ce que ça peut être peut-être une redite pour certains? Vous les connaissez? Qui a déjà entendu ces 3 histoires? Ok, bon ça va, ça va. J'ai eu peur que ça soit toute la salle. Ceux qui sont clients, quoi, qui bon. Ouais, bah pas tous, hein, pas tous. Est-ce que vous connaissez Billy Bean? Billy Bean, est-ce que vous avez déjà vu le film Le Stratège ou Moneyball avec Brad Pitt sur le baseball? Oui? Ok. C'est une vraie histoire. Dans les années 2000, cet homme-là, il était sélectionneur des Athletic Oakland. C'était un coach sélectionneur d'équipe. Et il a réussi un exploit, c'est qu'il a gagné 24 matchs d'affilée avec une équipe composée de joueurs à la retraite, des joueurs déclassés, des joueurs dont personne ne voulait. Il a dégommé les Giants, il a dégommé les Yankees, et il a égalé et même dépassé le record du monde en 2000.
Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il n'avait pas un gros budget. Et sa phrase à lui, c'est je vais révolutionner le sport. Et il l'a fait avec une équipe et un budget limité. Et en fait, il a utilisé la data. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 stagiaires. Dans le film, c'est Jonah Hill, mais en fait, c'est 3 stagiaires. Il leur a dit, vous allez regarder, à l'époque, c'était des cassettes VHS, vous connaissez, on a presque la même génération, même avant, peut-être. Et il y avait 5 saisons sur des cassettes. Ils ont tout regardé, et tu vas me mettre dans un énorme tableau Excel qui a rattrapé la balle, qui a tapé, qui a bien couru, qui a foiré, etc., etc., etc. Et ils ont tout, il a mis dans un énorme tableau Excel. Et dans la dernière colonne, alors je vais le faire dans l'autre sens, et dans la dernière colonne, il a mis le prix de chaque joueur. Il a classé en fonction du prix des joueurs. Il a enlevé tous ceux qui ne pouvaient pas se payer. Il a pris les moins chers. Et il a regardé, il a dit, bon, il n'y a pas des stars, mais pris isolément, c'est pas des joueurs stars, mais est-ce qu'ils peuvent se compléter? Et il a composé son équipe comme ça, et il a même composé une équipe différente en fonction de l'équipe d'en face à chaque match. Donc les mecs, ils étaient complètement perdus, quoi. Et il a tout gagné. Donc ça, déjà, numéro 1, mesurer, c'est hyper important. 2, c'est Rafael Nadal. C'est bon, tout le monde voit qui est Rafael Nadal. Ça, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense. Rafael Nadal, lui, il a gagné 14 fois Roland Garros, là. Et à chaque fois qu'on l'interroge sur comment tu arrives à faire ça, il dit c'est grâce à mon coup droit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, quand il a commencé à Rafael Nadal, il a un coup droit extraordinaire. Et c'est un des meilleurs joueurs, enfin c'est même le meilleur joueur sur terre battue, c'est un des plus rapides et un des plus puissants en coup droit. Et pourquoi il est aussi fort en déplacement et pourquoi il est aussi fort en coup droit? Quand il était jeune, 15-16 ans, quand il était découvert par son coach qui était aussi son oncle, il lui a dit tes revers, Nadal, c'est tout pourri, donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler tes déplacements pour faire en sorte que toutes les balles qui t'arrivent en face, tu les aies sur ton coup droit. C'est ce qu'il a fait. Du coup, il est arrivé dans le top 100. Et une fois arrivé dans le top 100, il avait des joueurs en face qui étaient d'un niveau international et qui lui mettaient à chaque fois sur son revers. Et là, il a dit, là, maintenant, tu bosses sur ton revers. Il a bossé sur son revers, il est devenu numéro 1. Et après, top 3 pendant des années et des années. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? C'est qu'il faut mieux vaut travailler d'abord sur ses forces plutôt que ses faiblesses. C'est du travail sur tes points forts, parce que c'est plus facile de se réveiller tous les matins en se disant, je vais être meilleur dans un truc où je suis déjà bon à la base, plutôt que de travailler sur des faiblesses. Là, ça m'a fait marrer il y a pas longtemps. J'ai un candidat que je recrutais pour un poste de commercial. Et je lui dis, t'es encore en études et tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux travailler, pourquoi tu veux rentrer dans l'entreprise, etc. Pourquoi tu veux travailler, quel est ton souhait? Faire du commerce international. Je dis, ok, super. Donc, tu n'as même pas fini encore tes études, tu veux faire du commerce international, mais sois déjà un vendeur en français, dans ta langue maternelle. Enfin, sois le meilleur vendeur en français, puis ensuite passer à l'anglais. Pourquoi tu vas apprendre l'anglais maintenant, alors qu'au final, tu sais même pas vendre en français? Donc c'est un point important aussi, c'est la deuxième clé. Et la troisième, c'est Claude Onesta. Lui, il a gagné 9 championnats du monde, je crois, sur 10. Avant Claude Onesta, l'équipe de handball français inconnue, après très connue. Fierté nationale. Et en fait, lui, il a une phrase, c'est « J'embauche pas les 16 meilleurs joueurs, j'embauche les 16 qui atteindront la victoire. » Et ma méthodologie, c'est de placer les joueurs uniquement en fonction de leurs points forts sur l'équipe, sur le terrain. Et les points faibles des autres seront automatiquement compensés. Si on fait la somme de ces 3 histoires, c'est 1, mesurer, 2, identifier les points forts, les mettre sur leurs points forts, et également aussi sur le terrain sur leurs points forts. Si on fait le parallèle avec les soft skills, et c'est ce que je fais aussi en entreprise quand je fais quelques trucs, c'est que on a aussi les talents naturels. Il y a des gens qui sont très créatifs, il y a des gens qui sont très ordonnés, il y a des gens qui travaillent bien tout seuls, il y a des gens qui travaillent mieux en équipe, il y a des gens qui sont super planificateurs, il y a des gens qui travaillent bien dans l'urgence. Bref, on a plein de compétences en fait qui sont dites soft skills, et si on est capable de les mesurer, du coup après on peut les identifier et se dire c'est quoi le contexte en fait de ce que j'ai en face de moi. Hop là, j'active le truc comme sur une équipe de foot, de handball, de tennis, peu importe. Et les faire travailler aussi sur leurs points forts. C'est-à-dire, si la personne elle est bonne dans l'urgence à faire tout à la dernière minute, c'est-à-dire qu'elle ne stresse pas, et qu'elle est capable de gérer l'urgence, et que du coup, potentiellement, oui, c'est du yin et le yang, elle sera un peu désorganisée. Mais dès que tu auras un truc en urgence à la dernière minute à faire, tu sais que c'est la bonne personne à faire. Et tu ne peux pas obliger cette personne à remplir de céréales tous les jours, il faut que ce soit un peu plus tolérant sur plein de trucs avec elle, parce que tu sais que tu as une pépite pour faire un autre truc.
Donc je dis pas que c'est facile à faire, mais le garder à l'esprit déjà en tant que manager, c'est quand même pas mal. Ça permet de diminuer un peu plus les conflits. Ça, c'est un truc qu'on va développer, je vous le lire ici maintenant. En gros, on va développer, j'espère, l'algorithme de machine le plus puissant du monde et qu'on sera reconnu pour ça un jour. L'idée, c'est quoi? C'est que... ouais, un grosse ambition. Du coup, en gros, ça, c'est un projet de recherche qu'on va mener avec des entreprises. Aujourd'hui, on commence à entrer dans des entreprises qui sont de taille intermédiaire et des grands groupes. Et du coup, ça nous donne accès à beaucoup de feedback de la part des collaborateurs. Et aujourd'hui, alors pour ceux qui utilisent l'outil ou ceux qui ne le savent pas, on a un outil de matching qui va prédire la relation, on va dire la compatibilité relationnelle entre deux personnes. Aujourd'hui, c'est un algorithme qui fait ça. C'est quelque chose qui est state of the art, c'est-à-dire que c'est basé sur des méthodes qui datent au plus tard, je crois que c'est 2015. Donc c'est un algorithme aujourd'hui et on n'est pas allé au-delà de nous. Donc on l'a intégré dans la solution, mais c'est limité. Demain, pour dépasser ce truc-là, il nous faut des retours du terrain. Et comment on va faire ça? Eh ben, si on scanne une organisation et qu'on dit aux gens, je vais t'envoyer des conseils ciblés sur les gens de ton équipe, sous forme de quiz, parce que le jeu, les gens, ils adorent ça. À ton avis, Kevin, il gère plutôt bien l'urgence ou plutôt bien la régularité? Lui, il est plutôt créatif ou plutôt ordonné? Toi, tu vas répondre. Et dans un système d'échange, déjà, je vais aller mesurer si tu connais déjà ton collègue. Si tu connais pas ton collègue, je vais te l'apprendre. Avec le respect aussi de la vie privée, règles RGPD, etc., etc. On demande déjà l'avis s'ils veulent participer à ce programme, d'accord? Et dans un deuxième temps, on va aller pouvoir aller recueillir de l'information aussi opérationnelle. Tu as déjà travaillé avec cette personne sur le terrain, sur un projet X ou Y. Nous, aujourd'hui, dans notre algorithme, on sait que dans tel contexte de travail, stress, l'équipe, etc., il peut y avoir cette relation. On va aller vérifier ça sur le terrain. Et peut-être que demain, l'algorithme, il avait raison, ou peut-être qu'il avait tort, ou peut-être qu'il avait raison, mais que pour des gens qui ont le même âge, ou que pour des gens qui sont dans telle ville, ou que pour des gens qui sont dans telle taille de structure, etc., etc. Et donc, du coup, à force de faire manger de la data à notre algorithme, demain, on pourra prendre de la hauteur sur tout ça et potentiellement améliorer notre algorithme de matching. Je dis pas que c'est 100% véridique. Et sur tout ça, nous, à chaque fois qu'on nous demande c'est quoi, c'est un outil d'aide à la décision, vous allez nous traquer, etc. Non, l'idée c'est quoi derrière? C'est vraiment d'avoir un outil d'aide à la discussion qui va nourrir un échange pour aller juste faire le moins d'erreurs possible et dans la plus de transparence possible aussi avec le candidat. C'est ça l'objectif, c'est de trouver sa bonne place dans une entreprise. Pour la petite histoire, pourquoi pourquoi j'ai monté Trilogy, c'est que j'ai vécu avec un papa qui a vécu 35 ans dans une entreprise en se levant tous les matins avec la boule au ventre. J'ai vécu toute mon enfance avec un père qui détestait aller travailler, qui détestait ses collègues. Et je me suis dit, ça, moi, j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie que t'as d'autres gamins qui vivent ce truc-là. Donc, globalement, aujourd'hui, je suis habité par cette mission et je pourrais pas m'arrêter aujourd'hui de faire ce truc-là. On est parti dans la tech, on est parti sur les analyses de personnalité et je continuerai comme ça et voilà, vous en êtes assuré. Donc l'idée, c'est on peut scanner une organisation, le balancer dans diverses représentations d'état de l'art qui sont connues pour l'accessibilité des résultats, enrichir avec de la data objective. Donc ça, dans un premier temps, ça c'est possible. On peut aller cette fameuse Ninebox tout à l'heure dont on parlait Cyril, les stars, les stars, ça va être performance max, attitude max. Et puis on a les contributeurs ou les contributeurs passifs, actifs, etc., etc. On peut avoir de la perf moyenne, de l'attitude moyenne, etc., etc. Et puis on a des gens qui sont dans le troisième doigt, je sais pas comment tu l'appelles. Les égarés. Les égarés. Et les égarés, par exemple, ça va être des gens qui ont une attitude super forte et puis une performance pas très élevée. En fait, potentiellement les gens, leur place n'est pas dans cette équipe ou pas dans ce service, etc., etc. Et potentiellement on pourrait les replacer ailleurs. Et en apprenant et en scannant son organisation comme ça, en détectant en fait le potentiel par rapport à qui on est, on peut réorganiser une entreprise en fonction du potentiel. Aujourd'hui, on se bat avec des sociétés qui font des cartographies de compétences et franchement, je pense qu'on va gagner. Je vais vous dire un secret pourquoi. Parce que quand on a une société qui dit « je vais cartographier les compétences de mon organisation », quand tu as un groupe, et là je l'ai vu encore, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, j'étais à Lille, et tu as une société qui fait de la cartographie de compétences,
Il disait oui, alors nous on travaille avec le système rôle, le système machin, etc. Vous avez combien de postes chez vous? 250. Ok, super, 250. T'imagines le temps qu'il faut pour cartographier 250 postes, 200, et à l'intérieur, tu as entre 10 et genre 100 compétences techniques ou soft skills à l'intérieur de chaque poste. T'imagines le temps qu'il faut pour cartographier un truc comme ça? Et quand t'as fini, bah, c'est déjà obsolète. Il faut que tu refasses, il faut que tu refasses, il faut que tu refasses. Et ça, en fait, c'est un truc sans fin et ça prend et ça mange un temps de dingue. Alors que moi, demain, on peut faire quoi? On cartographie rapido en 15 minutes toutes les personnalités, on détecte le potentiel, l'attitude avec des feedbacks objectifs des managers en disant bah lui il cartonne, l'attitude, la perf et tout machin. Et après derrière on peut se dire bah putain, potentiellement lui il est plutôt fort sur la partie commerciale. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut détecter chez sa personnalité? Ah bah il est plutôt comme ça comme ça. Est-ce qu'on a une autre personne comme ça dans l'entreprise? Ah bah ouais, on a Greg de la compta. Et ça c'est une vraie histoire. Greg de la compta, il a un profil similaire au meilleur commercial de la boîte. On va voir Greg, on lui dit bah Greg, ça te dit de devenir comptable, de devenir commercial? Bah ouais, mais j'ai pas le diplôme. Première réaction, illégitimité, syndrome de l'imposteur. Mais ça te tente? Ouais, c'est mieux payé, puis ouais, ça me tente pas mal. Bah, écoute, on essaye. Par contre, là, en revanche, ce qu'on te propose, c'est de donner ton temps pour prendre le junior. Alors déjà, on va tester si t'es bon. En 3 mois, Greg, il a atteint... alors c'est dans une boîte dans la vallée du Rhône. C'est qu'on a cartographié et qu'on est encore en POC. Donc je ne citerai pas le nom parce que... Voilà. Mais du coup, Greg, sur 3 mois, il a atteint les objectifs d'un commercial intermédiaire. Et en fait, bah, gain de temps de dingue parce que le gars, ça faisait 4 ans qu'il bossait dans la boîte, déjà acculturé, connaît les produits, connaît les collègues, connaît tout le monde. Il a juste besoin de se servir du CRM des commerciaux et il y a de là. Donc c'était super rapide, quoi. Et en fait, Greg, en plus, on peut lui demander, et en contrepartie, on lui dit ok, on te fait passer dans ce poste-là, mais en contrepartie, tu te libères de ton temps pour encadrer le junior qui va te remplacer. Donc je pourvois 2 postes sans en virer un seul, quoi. C'est cool. Et on peut créer un persona candidat idéal. Et donc, du coup, la compatibilité relationnelle, ça, je vous en ai parlé. Et donc, du coup, vous avez un système opérationnel qui permet demain de se dire, bah, attends, j'ai un potentiel comme ça. Et demain, j'interroge le système et je dis, bah, je pars de Greg. Et si je cartographie tous mes postes comme ça, et je peux dire, ah, t'as le potentiel. Soft skills, hein. Je dis pas qu'il a les compétences pour le faire. Mais si je suis suffisamment capé, formé, avoir de l'argent pour le former, pour le faire monter en compétences, ça peut potentiellement être un... Voilà, c'est plus difficile, c'est plus facile de passer un comptable commercial qu'un commercial comptable, on est d'accord. Mais si le commercial est le passé comptable, et que j'ai les ressources, et que j'ai le temps, etc., ah, pourquoi pas? Et donc, du coup, là, ça va classer ça. Et du coup, je vais lui dire, bah voilà, t'as ces 5 postes-là, prends le week-end, plutôt que de lui donner une bible qui est obsolète de 250 postes, où lui, il est complètement perdu, bah là, tu lui donnes 5 postes, tu lui dis, réfléchis dessus sur le week-end, qu'est-ce que t'en penses? Je décris une fiche de poste. Ah, ça m'intéresse. Et là, à partir de ce truc-là, là, il y a un besoin identifié. Donc, du coup, là, je vais faire la cartographie de compétences de ce poste-là. Ça me prend une journée au lieu de 1 mois pour faire tous les autres postes. Gain de temps de dingue. Et voilà, c'était ma partie à moi.